Voilà, on va passer maintenant à regard croisé. On va évoquer ce soir la Côte d'Ivoire, où il y a eu des pluies diluviennes qui se sont abattues surtout la capitale, Abidjan, qui ont fait au moins 5 morts. Nous parlerons de la République démocratique du Congo. Les ministres ont été indignés par une brève interpellation de leurs collègues de la justice. Nous irons du côté du Tchad où le président Idriss Déby Itno a été élevé au grade de maréchal, et le Togo. Est-ce que bien on se dirige vers la fin de l'état d'urgence? Pour parler de ces sujets ce soir avec moi sur le plateau, je reçois Constant Lémon, il est analyste politique. Bonsoir Constant. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices, tous les téléspectateurs de New World TV. Face à vous, c'est Ambroise Ponjo, directeur de publication de The Guardian. Bonsoir Ambroise. Bonsoir Samuel, bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. On commence tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Des pluies diluviennes ont causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels dans la capitale ivoirienne Abidjan. Sur les réseaux sociaux, il y a eu des appels à l'aide qui ont été lancés, notamment dans une zone résidentielle où des passagers étaient bloqués dans leur voiture avec de l'eau à l'intérieur à hauteur de vitres. Ils ont finalement pu être sortis du véhicule grâce à l'intervention des riverains. Des voies principales d'Abidjan ont également été bloquées par des torrents d'eau mêlés à de la boue. Ces pluies donc ont occasionné par endroits des éboulements de terrain qui ont causé des pertes en vies humaines. On signale 5 morts à Abidjan. On sait, Constant Lémou, qu'il y a, je pense, 1 ou 2 semaines, 17 personnes qui avaient péri également sous des coulées de boue. Finalement, quel est le problème aujourd'hui d'Abidjan, qui est un peu le problème des grandes villes en Afrique? C'est l'urbanisation anarchique. Samuel, je pense que le problème d'Abidjan, c'est le problème du changement climatique d'abord. La quantité d'eau qui est tombée en un temps record est une anomalie climatique en réalité. Et quand on considère le glissement de terrain qui a emporté des maisons, d'où 17 personnes mortes. Et quelques jours après, c'est l'inondation dans tout Abidjan, avec 5 morts de plus. Oui. C'est une anomalie climatique qui a fait monter rapidement les eaux. 3 mètres de hauteur d'eau, c'est inhabituel dans la région. C'est vrai, on aurait pu éviter cela ou amoindrir les dégâts si l'urbanisation avait anticipé sur les éventualités de ce type d'intempéries. Malheureusement, pour toutes les capitales, toutes les grandes villes de l'Afrique ou de l'Afrique occidentale, c'est le même problème qu'on rencontre lorsqu'il pleut beaucoup. Nous avons des difficultés également à Lomé. Oui. Lorsqu'il y a de grosses pluies, on voit des zones, des quartiers entièrement dans l'eau, malgré les efforts de ces dernières années en ce qui concerne la construction des routes, les canalisations, et qui ont libéré certains quartiers. Il reste encore du travail. Donc à Abidjan, effectivement, 3 mètres de hauteur d'eau, c'était imprévisible. Même la météo n'a pas pu prédire cette quantité d'eau qui tomberait. Néanmoins, si Abidjan avait été suffisamment canalisé, nous aurions eu moins de hauteur d'eau après ces pluies diluviennes. Nous aurions moins de dégâts matériels et des pertes en vies humaines, pour lesquelles nous avons une pensée pieuse et notre solidarité, notre compassion à toutes les victimes directes ou collatérales. Nous sommes solidaires de pensée et d'esprit avec le peuple ivoirien et la population abidjanaise. Alors, quand on survole Abidjan à vol d'oiseau, on constate que c'est une ville lacustre. Il y a beaucoup d'eau. Est-ce que finalement, c'est ça qui est le gros problème d'Abidjan aujourd'hui quand on est en période de grande pluie? Oui, je pense que, comme tu l'as si bien dit, Abidjan se présente comme étant une cuvette, une petite cuvette, qui recueille plutôt les eaux au lieu de les élaguer, de les évacuer. C'est comme Lomé qui est situé entre 3 eaux, la mer et les 2 lagunes, qui fait qu'à un moment donné, s'il y a de grandes pluies, il y a aussi des petites poches d'inondation dans la ville.
En fait, comme il a si bien dit, c'est les effets graduels du changement climatique que nous constatons sur le continent africain, particulièrement dans la zone ouest où le front intertropical est plus présent. Les vents froids qui devaient balayer la côte et être un élément catalyseur pour éviter plus de pluie. Il y a plutôt ces vents froids-là qui cèdent et qui font augmenter la chaleur au niveau de la mer. Donc, plus il y a la chaleur, plus les eaux, il y a l'évaporation, plus la pluie se forme, plus ça crée des inondations au niveau de la côte ouest. Et la côte ouest est tellement exposée qu'il y a un risque énorme. Dans 10-20 ans, il y aura il y a certaines villes qui ne vont plus, surtout celles qui sont sur la côte, ne vont plus exister. Les villes balnéaires qui ne vont plus exister. Quand on parle de San Pedro et autres, et le port de San Pedro, même à Nehor comme ici, dans 15-20 ans, on aura de sérieux problèmes. Parce que le réchauffement de la planète a fait que le niveau de la mer, fonte, les glaces qui fondent dans les pôles nord sont en train de descendre. Et les premières conséquences, c'est ceux-là, les eaux viennent vers la partie est. Il y a l'avancée de la mer. Ça vient vers la partie est. Donc, de la côte du Brésil et des États-Unis, toutes ces eaux-là qui viennent, ça doit balayer forcément les côtes ouest africaines et il y aura des conséquences. Ça, c'est les conséquences qui sont lointaines, mais qui ont un effet direct sur ce que nous avons aujourd'hui. Maintenant, au-delà de ces conséquences, je compatis à ceux-là qui sont tombés. Habituellement, quand ces choses-là se produisent, il y a des gens qui meurent toujours parce que il y a des gens qui se trouvaient dans les zones... je n'arrive pas trop à prononcer, c'est un mot scientifique, zone inondable, mais qui a un nom que j'ai voulu prononcer, mais qui m'a toujours posé des lapins, et qui subissent, comme les gens l'ont subi en RDC. Donc, on s'est rappelé de 2008, en juin 2008, quand le Togo a été frappé ici, et qui a fait chuter le pont, le pont qui est devenu un pont historique, Namapapé, et qui a fait détruire beaucoup de vivres, beaucoup de production à l'extérieur parce qu'il n'y a plus de voies de transport. Donc aujourd'hui, je crois que les grands travaux ont été effectués à Abidjan. Certainement que ces grands travaux aussi ont contribué sans canalisation efficiente, ont contribué à ramener les eaux à l'intérieur de la ville au lieu de les ramener vers la mer. Il appartient maintenant au gouvernement ivoirien. Je n'accuse pas trop le gouvernement ivoirien parce que les urbanistes vous diront que ce que nous avons fait, c'est ce qui devait se faire. Sauf que, parce que personne ne mesure la gravité des orages qui viendront demain, la gravité des cyclones qui viendront, parce que les pays africains ne comptaient pas tellement de cyclones comme la Californie, certains pays d'Amérique du Nord en comptaient. Parce qu'eux, ils sont extrêmement exposés là-bas. Mais ici, chez nous, c'est rare de voir des choses comme ça. On parle des tremblements de terre qui se sont produits au Ghana la dernière fois. Donc, c'est des aléas qui vont venir petitement et graduellement et qui risquent de nous créer des ennuis. Donc, aujourd'hui, je crois que les autorités urbanistes abidjanaises seront obligées de revoir leur plan de canalisation, de chercher des histoires. Les histoires propices, d'ailleurs, c'est la mer. C'est-à-dire que quand les eaux vont s'évacuer, ça va aller où? Directement dans la mer. Il va falloir peut-être faire des violences. Il y a des maisons qui sont certainement situées quelque part où il faut les casser pour pouvoir amener l'eau. C'est ce qui... Justement, Constant, est-ce qu'au-delà de tout cela, on peut pointer l'urbanisation et tout, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi toutes ces constructions anarchiques qui finalement obstruent les véritables passages de l'eau? C'est cela le problème d'urbanisation. Quand nous parlons de problème d'urbanisation, nous n'accusons pas les travaux publics qui ont été réalisés. Nous parlons de manque de prévision, de manque d'anticipation, si bien que la ville se développe sous aucun contrôle. Compte tenu de la faiblesse du pouvoir d'achat, le citoyen lambda va rapidement chercher son lopin de terre là où ça coûte moins cher. Et les zones en difficulté sont les zones où les parcelles de terre coûtent naturellement moins cher. Quand vous prenez le Grand Lomé, vous allez trouver des zones où vous allez trouver des lots d'une valeur d'à peu près 2 ou 3 millions, mais vous ne pouvez pas y accéder pendant la saison des pluies. Les malins vont vendre rapidement pendant la saison sèche, sachant très bien que la zone est inondable et que, bon,
personne ne pourra faire grand-chose là. C'est la même chose dans toutes les grandes villes d'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Et Abidjan est une illustration. Quand on parle du glissement de terrain qui a englouti plusieurs maisons, ce n'était pas une zone où on pouvait ériger des maisons d'habitation. Ce n'était pas possible parce que c'était prévisible qu'en cas de forte pluie, ce sont des pentes qui peuvent rapidement céder. Mais les gens sont allés quand même construire et habiter la zone et la conséquence, elle est immédiate. Ensuite, la ville d'Abidjan étant, comme vous l'avez dit, comme une cuvette, il y a également ce qu'on appelle des zones inondables où les gens sont allés s'installer. Aujourd'hui, avec ces pluies diluviennes, on ne parle plus de ces zones parce que complètement immergées. Complètement. Alors, que dire des zones, des quartiers résidentiels même qui ont été envahis? C'est que la forte pluie est allée largement au-delà de toutes les prévisions. Et là, cela interpelle les responsables en matière d'urbanisation pour que des dispositions urgentes soient prises. Sinon, on n'est pas à l'abri des prochaines pluies et chaque année, le même phénomène risque de se répéter ou s'aggraver. Alors, si solution n'est pas trouvée, c'est une grande partie des villes côtières qui vont partir, qui vont disparaître sous les eaux. Est-ce que la responsabilité des autorités aussi n'est pas engagée dans ces genres d'affaires? Parce qu'on a beau dire que les gens construisent n'importe où, il y a une urbanisation anarchique, mais il y a quelqu'un qui laisse faire. Oui, c'est souvent, très souvent des décisions difficiles à prendre au niveau des autorités. Quand les gens viennent se loger dans la maison de l'eau. Moi, j'appelle ça la maison de l'eau, parce que l'eau a aussi une maison. Il y a un endroit où les eaux du quartier sont obligées de se recueillir, de converger, et ça, c'est des bassins d'orage très souvent, ou des bassins de rétention que les autorités construisent. Mais les responsabilités sont partagées, tout au moins. Dans ce sens que, comme il a si bien dit, les pluies de ces derniers jours ont dépassé les attentes, ont dépassé les prévisions. Ce qui suppose que même si le gouvernement a prévu quelque chose, et même les bâtiments qui sont dans le quartier administratif seront envahis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut maintenant revoir le plan d'urbanisation de façon efficiente et efficace pour que même ceux-là qui vivent dans les zones inondables puissent vivre, s'adapter à la situation, refaire avec intelligence l'urbanisation même des villes africaines. Parce que c'est une question récurrente qui revient à chaque fois. Se référer à ce qui se fait aux Pays-Bas, aux Néerlandes. Les gens vivent dans l'eau, mais ils se sont adaptés à l'eau. Les gens ont construit, même il y a des villes aux États-Unis où les maisons sont ici, la mer passe par là, les grands lacs là, Missouri et Mississippi passent par ici. Ça veut dire qu'ils ont fait en sorte que il y a de grands égouts quelque part, il y a des maisons, il y a des possibilités de canaliser l'eau vers un exutoire, soit dans les égouts, soit dans la mer. S'il va arriver où la mer doit prendre une hauteur, on fait en sorte que l'eau soit désengorgée vers un autre égout. C'est-à-dire qu'il faudrait que nos urbanistes, nos architectes, surtout les urbanistes africaines, puissent revoir leur manière de faire. Parce qu'il ne faut pas toujours s'arc-bouter sur ce qu'on a appris il y a de cela 20, 25, 30 ans. Il faut évoluer par rapport à la nouvelle donne climatique que nous avons aujourd'hui. Donc c'est en cela je dis, certes, ceux-là qui habitent actuellement les zones inondables, il y a certains qu'on est obligé de déguerpir, mais tout en indemnisant en retour, parce que les gens ont choisi de vivre là, ça fait plus de 300 ans. Certains sont là, ça fait 200 ans. Vous ne pouvez pas venir les déguerpir sans les trouver un abri. Maintenant, ça, il faudrait que... je ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un problème ouest-africain, c'est un problème africain, et il va falloir y aller. Tout comme la dernière fois, ça c'est une parenthèse, je vois en France, dans plusieurs villes, Bangkok et autres, il y a vous allez voir des espaces verts, des espaces où les gens, comme la plage Tiananmen, de grands espaces, où les gens viennent même, après le boulot, ils viennent s'asseoir, ils mangent. Ça, c'est au niveau de... C'est un pays, c'est le Népal, quelque chose comme ça. C'est pour vous dire que, déjà, par exemple, quand je prends le cas du Togo, Place Banquet,
au lieu de faire une place verte là-bas, pour éviter que les gens viennent marcher, occuper là-bas, on a occupé pas des véhicules de gros véhicules. Quand vous allez à la place Banquet, où les gens se réunissaient pour des marches politiques, on a encore envahi là-bas avec des trucs de jeu. Ça, il faut éviter ça. Les villes, quand la dame Anne Hidalgo a été élue, c'est pas pour rien qu'elle a été élue. Le message est clair. Tout le monde converge vers l'écologie, vers les choses environnementales. Villes qui ont basculé. Voilà comment on a coupé les arbres. Ça, je suis d'accord on a coupé les arbres. Moi, je suis contre l'abattage anarchique des arbres. Ici, on veut faire une route à Palimé. Mais pourvu qu'ils puissent remplacer ces arbres-là. Oui. Parce que les arbres qui ont fait 40 ans, ça va encore faire 40 ans avant que les arbres-là nous reviennent. Donc, Abidjan, le problème d'Abidjan, c'est un problème africain. Donc, il faut une solution africaine. Se rasseoir et tout repenser. Il faut repenser sincèrement l'urbanisation des villes africaines. Les villes, les grandes capitales, surtout au bord de la mer, il faut carrément repenser. Et il faut que les États anticipent. Les plans d'urbanisation anticipent l'étendue, le développement spatial des villes. Sinon, s'il faut toujours que les mesures d'urbanisation rattrapent l'extension des villes, on sera toujours en déphasage avec la réalité. On ne réussira jamais à résoudre les problèmes véritablement. Il faudrait que nos responsables, les services chargés de l'urbanisation, puissent définir préalablement toutes les zones inondables, en attendant que nous ayons la technologie nécessaire de rendre ces zones habitables avec de grands travaux qui nécessitent beaucoup de technologie. En attendant, il faut circonscrire les zones inondables qui ne sont pas adaptées aux habitations et interdire formellement. Quand vous prenez le bassin du Zio, dans le Grand Lomé, mais des gens y habitent, on se demande pendant la saison des pluies, est-ce que c'est par pirogue ou comment ils accèdent à leur maison? C'est difficile, c'est très difficile. Récemment, ils ont tué un python, un boa plutôt. Dans la zone. En réalité, on ne devrait pas le tuer parce qu'il est dans son habitat, dans son environnement. Qu'est-ce que l'homme cherche là? En attendant donc d'avoir les moyens financiers et les technologies adaptées pour transformer ces zones en de véritables zones d'habitation sans risque, il faudrait tout simplement les interdire. Pour le moment, nous avons l'espace. Mais là, on interdit, il faut caser les gens. Bien sûr, nous avons l'espace disponible. C'est possible de déplacer des gens en les accompagnant. Pour qu'ils trouvent le minimum nécessaire pour se loger ailleurs que de rester dans ces zones à risque. Et après 2-3 pluies, c'est des sinistrés. Et chaque année, c'est la même chose. Il faudrait vraiment qu'on repense sérieusement. Et on revient après.